Et bien, je suis ravi de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue. C'est la deuxième édition de cet événement pour l'année 2014. Et au nom de Sophie Delpuech pour Arcaneo et de Claire Michaud pour cet événement LTD Learning Talent and Development, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Une excellente journée. Alors, je disais deuxième événement pour cette année 2014, mais déjà, Claire ne me contredira pas, 10e édition de ce congrès Learning Talent and Development, qui existe grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre fidélité. Vous êtes plus de 300 à passer aujourd'hui dans les différentes sessions et dans les différentes salles de sous-commission. Donc encore merci. Et puis un congrès évidemment qui ne pourrait avoir lieu sans le concours très actif de nos partenaires. Je voudrais parler d'abord de notre partenaire presse, qui est Philosophie Magazine, avec lequel nous lançons une nouvelle session, une nouveauté cette année, un atelier philosophique. Peut-on enseigner les vertus managériales? On en parlera avec les équipes de Philosophie Magazine et puis avec deux philosophes, Charles Pépin et Raphaël Enthoven. Alors évidemment, outre notre partenaire presse, nous avons notre partenaire officiel, que je salue, Cross Knowledge, qui nous aide à faire de ce congrès un succès, aux côtés des sponsors officiels, que sont Formetrix, CEB, SHL Talent Management, Seven Speaking, Momentum, Opcalia et Saba. Merci à eux donc d'être présents. Merci à vous de participer. Vous allez échanger. On va parler du cerveau. Tiens, cerveau et environnement. Une slide qui donne à penser. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'il ne me contredira pas, d'autant que c'est lui qui me l'a dit. Le 19e siècle était la chimie, celui de la physique c'était le 20e, et notre 21e siècle c'est celui des neurosciences. Neurobiologiste, docteur en neurosciences, il va nous dire comment on peut solliciter encore plus notre cerveau pour accroître ses capacités, ce qu'on peut apprendre encore plus facilement. Si vous avez vu le dernier Luc Besson, évidemment, ça vous parle. Hein, voilà, 20%, 30%. Hein, je vous invite à voir le film parce qu'il est intéressant. On en parlera avec lui d'ailleurs. Alors lui, c'est un passeur de la science. Hein, c'est comme ça qu'il se définit. Il est avec nous pour un temps donné et puis il va repartir dans son labo ensuite. Hein, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, donc il vient nous confier le fruit de ses recherches, que ce soit dans la direction du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur, que ce soit dans le laboratoire qu'il dirige au CNRS et qui s'appelle Gènes et Cognition. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, alors je le prononce à l'espagnol puisque je suis espagnol aussi d'origine, Pierre-Marie Lledó. Docteur, merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie, merci d'être là. Installez-vous. Alors, on parle de ce cerveau, on parle de ces neurosciences. Moi, j'aimerais qu'on plante un peu le décor pour savoir un peu où on en est. Et vous avez coutume de dire que déjà, pour planter le décor, il faut parler de ce qu'on appelle des neuromythes. Alors, qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il est important déjà de convoquer les neurosciences pour avoir une grille de lecture sur le fonctionnement de notre cerveau. Et force est de constater aujourd'hui que nous avons tous plus ou moins des croyances selon lesquelles notre cerveau fonctionnerait de telle et telle manière. Ces croyances, c'est intéressant de voir que leur naissance, ce sont à peu près les années post-68. Avec une forte idéologie, un fort courant de pensée où l'on a des dogmes qui vont conduire à l'émergence de ce que j'appelle effectivement les neuromythes. Alors il ne s'agit pas des mythes qui mangent le cerveau, hein. Des neuromythes, ce sont des croyances selon lesquelles on pense que nous avons un cerveau droit qui a telle et telle fonction, un cerveau gauche qui a telle et telle autre fonction, que nous utiliserions que 10% de nos capacités mentales. Vous voyez, ça flatte l'orgueil humain, parce qu'on se dit que le jour où on va réveiller les 90% qui sommeillent, ça va barder. Malheureusement, depuis qu'on a accès à la pensée via l'imagerie, on s'aperçoit que, en fait, on mobilise toutes nos capacités mentales. Alors certes, pas en même temps, pas partout. Cet organe que vous pouvez porter à bout de bras, il fait 1,5 kg. Et on a les moyens aujourd'hui de mesurer l'énergie qu'il consomme. En fait, c'est 1,5 kg par rapport aux corpulences que je vois dans cette salle. Bon, certains ne vous cachez pas, c'est à peu près 2%, hein, 2% du poids corporel, 40% d'énergie consommée par cet organe. Donc, ça veut dire que forcément, il ne peut pas marcher de façon optimum en permanence. Je n'ai pas l'espoir de vous maintenir
éveillé, concentré, au-delà de 12 minutes. Donc on a géré le temps avec Frédéric pour que toutes les 12 minutes, vous puissiez vous relâcher un peu. Le cerveau qui va fonctionner, je l'espère, en mode gamma, c'est-à-dire qui émet des oscillations de l'ordre de 40 Hz. Je suis excité, éveillé, concentré. Ben, de temps en temps, il a besoin de tomber à 20 Hz. C'est le cerveau, en fait, en forme bêta. Alors vous verrez que c'est aussi le mode bêta, vous voyez. Vous verrez le sourire de la béatitude, etc. Et quand je vous mettrai en situation où on va prendre des décisions, dans ce mode bêta, on se trompe à tous les coups. Mais je reviens sur l'idée que ce cerveau, puisque c'est un organe extrêmement énergivore, il ne peut pas fonctionner de façon durable et continue dans un mode concentré et attentif. Un peu comme votre ordinateur, quand vous fermez le capot, l'écran, et bien il se met à clignoter, n'est-ce pas? Il n'est pas éteint, mais il se met à clignoter. Donc ça aussi, c'est cette idée que donc 10% du cerveau est erronée. On a aussi l'idée selon laquelle les femmes seraient multitâches et les hommes monotâches. Évidemment. Alors. Ça, évidemment, pour nous, les hommes, on se dégage de pas mal de tâches comme ça, vous voyez. On se dit, ouais, moi, je suis monotâche, je ne peux pas faire tout en même temps. Toi, tu sais mieux faire. Voilà. Toi, tu peux mieux faire, Alors, évidemment, quand on constate l'activité multitâche, c'est souvent des activités automatiques. On n'est pas dans, justement, le cerveau gamma. Vous pouvez passer l'aspirateur, messieurs, et réfléchir à la liste des courses, et puis ne pas aussi vous oublier le rendez-vous de l'enfant qu'il faut aller chercher chez le dentiste. Vous voyez, mais aujourd'hui, malheureusement, vous savez, quand vous avez croisé 100 personnes à Paris comme à New York, âgées de 25 à 65 ans, vous en avez croisé 12 qui souffrent de dépression, 8 qui souffrent d'anxiété et 7 qui souffrent de troubles du sommeil. Alors, ce n'est pas tellement navrant de souffrir de troubles du sommeil, mais c'est les conséquences sur l'attention et sur la mémoire, évidemment. Donc, le total est quand même assez élevé. Et pourquoi il est aussi élevé? Entre autres parce que nous avons tous tendance à fonctionner en mode multitâche. Vous voyez, donc le coût à payer, et quand vous prenez une cohorte, actuellement nous suivons 750 personnes atteintes de dépression sévère ou de burn-out, eh bien, vous fermez les yeux, vous sortez de cette cohorte, 4 personnes, 3 seront des femmes. Et je peux vous dire que première hypothèse qu'on a évidemment nous formulée, c'est les gènes, c'est sur les chromosomes X. Non, on n'a pas trouvé de gènes impliqués dans la dépression et s'exprimer sur le chromosome X. Alors, autre hypothèse, très simpliste, c'est les hormones. On connaît des stades où il y a des syndromes postpartum. On n'a pas trouvé de relation entre les états hormonaux et la dépression. Force est de constater que c'est un mode opératoire qui n'est pas bon, qui conduit essentiellement les femmes à subir ce fléau sociétal. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ces troubles de l'humeur, comme j'ai cité, il y en a 4 en fait, le stress chronique, l'anxiété, la dépression et le burn-out, ce sont des troubles de la maladaptation. Le cerveau n'est pas assez adapté. Et on verra justement qu'est-ce qui nourrit ce cerveau. Mais quand il n'est pas bien adapté, c'est-à-dire qu'il fonctionne notamment en multitâche, le coût à payer, c'est les troubles de la maladaptation, troubles de l'humeur, les 4 dont je viens de citer. Donc vous voyez, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous essayez d'être monotâche, comme les hommes. Je parle là aux femmes. Une question sur ce fameux cerveau qui fonctionne visiblement à plein régime. On n'a pas 10% simplement utilisé. Quand Luc Besson raconte que ce scénario lui est venu en discutant avec une demoiselle dont un parent travaillait dans les neurosciences, je crois que c'était à Clermont-Ferrand, il a dit mais qu'est-ce que ça serait bien, voilà, si on pouvait utiliser, mobiliser l'entier cerveau tout le temps. Donc ça veut dire que ça c'est complètement... Non. Film est sympa, mais voilà. Non, alors déjà, modestement, j'ai contribué à l'écriture du scénario, donc je ne peux pas dire que c'est un mauvais film. Bon, donc, deuxièmement, ce film se nourrit de 2, en fait, mythes. Le premier, donc l'idée selon laquelle nous n'utilisons que 10%, faux. Et le second, c'est l'idée qu'après 25 ans, nous perdrions nos neurones. Faux. Ça, modestement, nous avons contribué, et je ne vous parle pas de la préhistoire, à partir de 2004, et ça a été en fait une épopée ou une odyssée qui s'est renouvelée tous les ans pour apporter un peu plus de précision, nous avons pu démontrer
que quel que soit l'âge de l'individu, nous pouvons produire des nouveaux neurones dans notre cerveau. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une excellente nouvelle. Vous comprenez, fort de ce principe, que lorsque vous écoutez à la radio, parce que vous n'avez pas le visage devant vous, de personnes comme... Alors je vais essayer de balayer le paysage politique très large. On va prendre un Stéphane Hessel à ma gauche et un Jean d'Ormesson à ma droite, et puis Michel Serres au milieu, Jean Daniel ou Michel Rocard, tout ce que vous voulez. Quel est le point commun de toutes ces personnes? C'est d'avoir plus de 85 ans. Et quel est l'autre point commun de ces personnes? C'est de se comporter comme des éternels adolescents, qui se posent toujours des questions pour comprendre, pour suivre le flux du changement et ne pas sortir les cartes des stéréotypes. Ah, les jeunes, la génération Y ou Z. Ah, ceci, la musique dégénérée, l'art dégénéré. Oh, c'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Non, il faut bien se mettre dans la peau de celui qui doit être condamné, et nous sommes, heureusement, je dirais, condamnés, c'est le mythe de Sisyphe revisité, à avoir une dynamique cérébrale qui est à l'image de la dynamique dans laquelle nous évoluons. Si vous y pensez un tout petit peu, de quoi je parle? Du fait que l'espèce humaine, sur la planète, est condamnée au changement. Donc, ce qui nourrit le cerveau, c'est le changement. Ce qui détruit le cerveau, c'est la routine. Alors, je ne suis pas en train d'inciter à la polygamie, là, mais au changement. C'est-à-dire que, en fait, quelle est l'espèce sur la planète, par exemple, qui est capable de changer radicalement de saison en 5 ou 6 heures? Aucune, sauf l'humain, qui, parce qu'il a inventé des outils comme des machines que l'on appelle des avions, si vous passez l'équateur, eh bien, vous pouvez changer de saison de façon radicale. Nous sommes en hiver et vous pouvez vous retrouver en été, en quelques heures. Vous voyez? Et puis, si vous n'aimez pas voyager, Steve Jobs et compagnie font qu'il y a des objets numériques nomades qui vont changer et des applications tous les 2 mois. Revenons sur la bonne nouvelle, là, sur ces neurones qui fonctionnent à plein régime et qui en plus se reproduisent même au-delà des 60-70 ans. Donc ça signifie qu'il y a des connexions permanentes, de nouvelles connexions qui se créent, y compris pour les octogénaires et au-delà. Alors, je vais faire des références là, puisque nous partageons les mêmes gènes hispaniques. Vous connaissez la Sagrada Familia? Bien, la Sagrada Familia, maintenant, ça va être l'image que vous allez avoir de votre cerveau. Un chantier permanent, avec des grues en permanence. Et c'est de cette façon-là que votre cerveau sera toujours capable de s'adapter au changement, puisque je vous ai dit que ce cerveau, c'est le mythe de Sisyphe revisité, c'est ce rocher qu'il faut mettre en permanence sur la cime, parce que nous sommes condamnés à vivre dans un monde qui, par essence, est dynamique. Et donc, effectivement, à tous les niveaux de hiérarchie, que vous partiez du niveau le plus microscopique, qui est le contact entre 2 neurones, jusqu'ensuite aux câbles, les axones, les fibres que nous avons projetées d'un neurone pour communiquer avec un autre, puisque, j'ouvre une toute petite parenthèse, le cerveau est un organe éminemment social. La seule raison d'être d'un neurone, c'est de communiquer, de recevoir et de transmettre. Et donc, ces câbles qui permettent d'émettre de l'information à distance, eh bien, sont aussi susceptibles d'être modifiés. Dans des circuits, qui sont formés comme des toiles d'araignée, vous pouvez ajouter des éléments. Et donc, vous voyez, évidemment, selon les durées, là, votre cerveau n'est pas le même que vous aviez, que celui d'hier, et il ne sera pas le même que celui que vous aurez demain. Et en fonction des échelles auxquelles vous observez avec un microscope plus ou moins puissant, vous allez voir qu'il faut quelques heures pour changer des contacts, qu'il faut quelques jours pour émettre des câbles à distance, qu'il faut quelquefois quelques décennies pour trouver les passages pour mettre un territoire en contact avec un autre. Par exemple, le territoire de la pensée cogito ergo sum Descartes, c'est-à-dire le cortex. Vous savez qu'en grec, le cortex veut dire écorce. C'est la pensée consciente. Mais vous savez qu'avec votre expérience professionnelle, au bout d'un moment, vous serrez la main de quelqu'un, il a fallu 10 secondes, et vous vous retournez vers vos collègues avec un clin d'œil en disant « ce contrat, je le sens bien ». Comment avez-vous fait? Ce n'est pas la magie. C'est simplement qu'avec l'expérience,
vous avez réussi à trouver Grille de lecture, des grilles de lecture et des passages de réseau dans votre cerveau, par exemple du conscient, qui vient se nourrir dans quoi? Dans la sphère de l'affect. Et donc votre décision rationnelle, on prend ou pas ce contrat, je signe ou pas, qui est une décision purement rationnelle, hein, donc je vous renvoie à Descartes, est venue quand même se nourrir de la sphère affective. Et si j'ai assez de temps, on pourrait parler de ce qu'est le leadership et le charisme d'un sujet. C'est l'individu qui sait prendre des décisions rationnelles, mais pour convaincre, il va utiliser le vecteur des émotions. Puisque sur la raison, vous savez, on a tous fait ça, cet exercice-là à l'école, on vous donne un exercice, et puis chacun a une façon d'arriver au même résultat. Donc si vous voulez convaincre que votre calcul est le bon, vous avez tort, puisque les autres vous diront « non, moi je ne suis pas d'accord ». En revanche, si vous écoutez tous l'aria des variations de Goldberg, à un moment donné, surtout dans l'enregistrement de 80 de Glenn Gould, vous allez avoir la chair de poule. Et tout le monde le recevra. Hein, ce dont je parle là, c'est ce qu'on appelle la résonance émotionnelle. Vous allez au cinéma parce que vous voulez faire plaisir à votre épouse ou vos enfants, et vous n'avez pas le temps, donc pendant que vous regardez le film, vous pensez au travail. Ça m'arrive souvent aussi, comme vous. Mais à un moment donné, vous vous surprenez à rire. Non pas du film parce que vous avez décroché, mais du rire des voisins. Vous voyez, c'est ça la résonance émotionnelle. Parce qu'avec les émotions, ça se partage, ça se communique. Il y a vraiment une contagion des émotions. Avec la raison, c'est très difficile. Chacun a un mode de pensée totalement différent. Alors ce chantier dont vous nous parlez, cette construction, ce bâtiment et travaux publics qui se passe là-haut, ça signifie que ça permet d'accroître ses capacités d'apprentissage, que ça permet d'innover encore plus. Et j'allais dire à contrario, si on arrête le chantier, attention à ce qui peut se passer. Absolument. En fait, c'est Paul Éluard qui avait dit cette jolie phrase « Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses ». Vous oubliez combien hier, il y a des choses que vous ne saviez pas et que vous avez retenues aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc, c'est quelque chose d'intrinsèque au cerveau. Hein, ce n'est pas juste voué à quelques curieux, quelques explorateurs qui aiment bien sortir du cadre. Non, c'est une attitude que notre cerveau cherche à mettre en permanence. C'est son mode opératoire, c'est de franchir toujours les limites. C'est bien de dire c'est la gymnastique du cerveau, justement. Absolument, et c'est pas se faire violence que de toujours explorer des nouveaux mondes, que de chercher à échapper à la routine, vous voyez ? Alors, évidemment, j'espère que je ne suis pas en train de vous donner un faux message. Le premier message sur lequel là, nous sommes en train de converser, c'est de vous dire évidemment que le cerveau est en perpétuel chantier. Mais pourquoi ? Mais parce que le cerveau, il est informable, qu'il est déformable. Sans information, vous savez, la fameuse question, allez, si tu partais sur une île, quel disque et quel livre prendrais-tu ? Mais certainement qu'on ne voudrait pas vivre cette situation-là. Isolé, tout seul sur une île, votre livre et votre disque, au bout d'un moment, c'est impensable. C'est se faire violence, d'un seul coup, de se couper du flux d'informations. Alors, c'est là où je voudrais quand même vous dire, ne nous égarons pas. Quel type d'informations voulons-nous ? Et là, je vous mets en garde contre quoi ? Contre ce que j'appelle l'infobésité. On évalue à peu près aujourd'hui, alors si vous voulez, à la naissance de la civilisation, c'est-à-dire au moment où l'humain, l'homo sapiens, invente l'écriture, jusqu'aux années 2000, donc sur un éventail, puisque l'écriture s'est inventée environ 4500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'aux années 2000, sur un éventail de 4000, 5000, 6000, selon les régions, nous avons produit sur la planète 5 exabytes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exa, c'est 10 puissance 18. Les bytes, vous les manipulez souvent plutôt sous forme de gigas, donc 5 milliards de gigabytes. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Des années 2000 au 2012, nous avons produit sur la planète 5 exabytes tous les 2 jours. 2013, voire 2014, nous produisons 5 exabytes toutes les 10 minutes. Hein, vous savez qu'il y a des calculs qui sont faits aujourd'hui pour une personne qui travaille dans un bureau. Sur une heure, c'est environ... Alors, il y a 1 an, 2 ans, on a évalué à peu près 30 interruptions. Aujourd'hui, on en est à 50 interruptions. Vous voyez, attention, cerveau en danger. Parce que, qu'est-ce qui se passe là ? Vous voulez vous capter et vous associer à tout ce type d'informations que vous recevez.
sans être proactif, sans mettre de filtre. Alors, tout à l'heure, on parlait de partir sur l'île. Surtout quand on a les alertes push, hein, comme on dit. Hein. Exactement. Ça arrive. Hein. Et alors, si on ne prend pas garde, tôt ou tard, on ne sait pas quand, selon les sujets, il y aura un petit phénomène de résilience, mais tôt ou tard, ça viendra. C'est le burn-out, si on décroche. De toute façon, même sans aller jusqu'aux extrêmes, et je ne veux pas vous faire peur en vous parlant un peu de santé mentale, mais de toute façon, ce qui va être délétère, c'est sur les principes même de l'innovation. Donc ça, c'est évident, et c'est un coût à payer. Donc soit on s'accroche aux mails qui défilent devant nous, pensez-y, 5 exabytes, pendant le temps que nous sommes tous ensemble là, pendant 1 heure, vous pouvez calculer déjà le nombre de bytes qui vont s'accumuler sur votre boîte mail et sur le téléphone et sur ce qu'il va falloir rattraper après. Mais ça veut dire que, non, pardon de vous couper, oui, dans cette info-obésité, on a une multiplicité d'informations qui arrivent à tout moment, instantanément, en même temps. Donc on peut faire le parallèle avec ce côté multitâche. Le cerveau n'aime pas. Et le cerveau réagit. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec des troubles squelettiques, musculo-squelettiques, où quand on prépare mal le corps, je ne parle pas de là-haut, on se blesse, oui, non ? Oui, mais en fait, là, le déficit ne va pas venir tant d'une absence de gymnastique, mais il viendra plutôt d'un emballement des systèmes dits de la récompense. C'est-à-dire que vous avez une espèce de juge dans votre cerveau qui fait que toutes vos actions sont mesurées à l'aune de l'intérêt que vous allez avoir. Si j'ai par exemple des capteurs le long de mon corps qui font que la teneur en sel dans mon sang augmente, eh bien, je vais avoir une motivation pour trouver un endroit où je vais pouvoir me rafraîchir, boire de l'eau qui soit douce, évidemment. Et là, qu'est-ce que je vais ressentir lorsque je vais prendre de l'eau douce ? Eh bien, du plaisir. Donc, le plaisir, c'est une émotion qui vient pour témoigner que l'action que j'ai déclenchée est congruente par rapport à la situation initiale qui m'a poussé à cette action-là. Vous voyez, c'est l'espèce de juge qui dit bravo. Il met un coup de tampon et il m'invite à recommencer. Alors, quand je fais comme ça, je cherche à prendre toute cette information qui défile autour de moi, j'ai ces systèmes de la récompense qui ont tendance à s'emballer. Ben, c'est très bien. Vous voyez, je suis même grisé. Donc, je suis plus dans la situation de celui qui va au casino et qui a du mal à un moment donné à s'arrêter. Parce qu'il gagne. Addiction vient du mot latin addictus, qui veut dire je suis esclave et je paie les dettes à mon maître. Qu'est-ce que ça veut dire, addiction ? Je perds mon libre arbitre. Vous voyez ? Je perds mon libre arbitre. Je perds ma capacité de créativité. Je perds la possibilité de trouver de nouvelles solutions, entre autres. Donc il peut y avoir une addiction par rapport alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là la stratégie. C'est-à-dire qu'on nous dit il faut déconnecter, il faut hiérarchiser les priorités, il faut procrastiner. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, l'éloge de la paresse, tout à fait. Mais vous savez bien que les grandes découvertes se sont faites toujours dans des situations où on est dans la baignoire ou sous un pommier, vous voyez, immobile. Donc contempler, évidemment. Je le vois souvent autour de moi. Vous arrivez, alors c'est pas que ça me caractérise, mais ça peut m'arriver, 2-3 minutes en retard par rapport à un rendez-vous. Mais vous voyez, quand vous rentrez dans la pièce où la personne vous attend, elle était en train de consulter ses mails. 2-3 minutes de perdu, oh là là, l'infobésité, je vais chercher mon information. Alors qu'il aurait bien mieux valu regarder les nuages passer dans le ciel, parce que quand je fais ceci, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Sachez-le, je vais m'adonner à ce qu'on va appeler l'introspection. Le cerveau n'aime pas s'ennuyer. Donc pendant que je regarde les nuages passer, je vais scanner mon passé proche. Je vais être conscient de choses que j'ai dit à mes collaborateurs, ou des actes ou des décisions que j'ai pu prendre. Vous voyez ? Et si tout à l'heure j'ai assez de temps, je vous montrerai comment nous devons mettre en œuvre des modes opératoires pour éviter les biais cognitifs. Alors, un gros mot, biais cognitif, veut dire erreur de jugement. Vous voyez ? Eh bien, il y a des erreurs de jugement qui sont liées au fait que vous ayez une activité précédente et qu'ensuite, quand on vous met dans une situation où vous devez prendre une décision, vous prenez une décision non pas en fonction de la question qui vous est posée, mais en fonction de ce que vous avez fait il y a quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Vous êtes impacté par ce que vous avez fait dans le passé.
pour illustrer, je ne voudrais pas être trop académique, donc on va donner des exemples précis. Vous demandez à des gens de se concentrer sur les 3 ou 4 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale. Allez, allez-y, faites-le, faites cet effort. Et puis ensuite, je vous montre une photo du catalogue Drouot. Et je vous dis, combien êtes-vous prêt à mettre sur cet article? Donnez-moi une estimation. Eh bien, on peut faire un graphe avec le prix sur l'axe des X et l'estimation. Non, pardon, excusez-moi, le prix, l'addition des 3 ou 4 chiffres que vous avez dû manipuler dans votre esprit et l'estimation que vous allez être prêt à donner pour cet objet, et vous aurez une corrélation parfaite, avec un coefficient de corrélation de 0,98, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez impressionnant de voir que le fait d'avoir manipulé quelques chiffres au préalable a fait que lorsqu'on vous demande de prendre une décision sur un objet, vous êtes biaisé par ce que vous avez fait au préalable. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans cette boucle perception-action. Perception-action. Si on ne sait pas de temps en temps déconnecter cette boucle, et je le conçois, elle est grisante, elle est satisfaisante. En matière de management, vous le savez plus que moi, ce qui est vraiment délétère dans les entreprises, c'est le burn-out. Ce sont les gens qui sont les plus précieux, c'est les plus perfectionnistes. Ils en amènent du travail à la maison. Et puis, comme au casino, allez, je sais jusqu'à vendredi soir, minuit, j'en fais un petit peu le samedi matin, et j'en fais un peu le samedi. J'en fais avant de me coucher. Je joue sur les variables d'ajustement, je joue sur le sommeil, effectivement, je joue sur la promenade que je pourrais avoir le samedi après-midi, je joue sur les interactions sociales, la vie de couple, etc., etc. Toutes ces variables d'ajustement, je les élimine parce que je suis en train de produire du plaisir dans mon cerveau dans le traitement de l'information à court terme. Donc c'est grisant, mais on paye le coût à un moment donné. Donc en fait, et je reviens à la question qui était posée, comment faire? Eh bien, ça, c'est une stratégie que vous devriez avoir en permanence. Quand je reçois de l'information, je dois toujours me poser la question, est-ce que cette information me fait savoir ou est-ce que cette information me fait comprendre? 2 stratégies différentes, avec des conséquences énormes derrière, vous comprenez. Pendant que je vous parle, mon téléphone se met à vibrer. Alors, je suis impoli, je regarde à Dépêche et on me dit Fukushima, tsunami, 18 000 morts. Bon, mais je n'avais pas prévu ça au moment où je vous parle, donc je réteins mon téléphone, je le mets dans la poche et je continue à parler avec vous. Sauf si je suis un psychopathe, ce que je ne crois pas être, savoir que 18 000 morts quelque part sur la planète, eh bien, ça crée ce qu'on appelle des cicatrices affectives ou des états d'âme négatifs. L'empilement de ces états d'âme négatifs, si je ne suis pas un bon gestionnaire, c'est-à-dire que si je ne sais pas de temps en temps m'arrêter, faire la part des choses et me dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Je m'arrête, vous voyez, et je prends conscience. Donc les états d'âme, ce sont des cicatrices affectives, c'est-à-dire ce sont des états mentaux dont vous êtes porteur, comme si je me lève le matin où tout va bien, mais quelqu'un, à mon insu, met des grosses pierres dans mes valises, et puis en fin de journée, je porte des valises qui font 40 kilos chacune. Vous voyez, c'est mes états d'âme que j'ai accumulés dans mon cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, le mail que je reçois tous les lundis, qui est le compte-rendu de mon trésorier, tous les lundis, je le vois, il est à peu près le même, et je ne verse pas forcément dans la colère, mais ce jour-ci, oui, je lui passe un savon. Je lui fais porter la responsabilité. Par Fukushima, parce que affecté par tous les états d'âme. Parce qu'avant de prendre ma voiture, j'ai découvert dans le garage que mon épouse, ça peut pas être moi évidemment, a rayé la voiture. Vous voyez? Et je prends la voiture, je roule et je feins d'ignorer que c'est pas grave. N'empêche que si j'ai pas fait une bonne gestion, ça m'accompagne cette rayure. Pierre-Marie, les signaux qui font qu'on va passer de la déprime, le blues, à la dépression et puis au burn-out, puisqu'on a plusieurs stades. Vous avez parlé de 4 C'est un continuum, voilà. Effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'on va commencer à se dire, oula, il faut que j'arrête de regarder les chaînes d'infos en continu, Est-ce qu'il y a des petits symptômes ou des clés de compréhension? En fait, le burn-out, en psychiatrie, pour l'instant, n'est pas encore répertorié, donc c'est plutôt du jargon qui relate un fait, dont le burn-out, c'est la dépression, mais sans passer par la case de l'anxiété. Vous voyez, le burn-out, c'est le sujet, comme je l'ai dit, grisé par les émotions fortes. Je joue sur les variables d'ajustement.
et je me retrouve dans l'état de dépression. Et bien évidemment, le signe qui est avant-coureur et qui va ensuite accompagner la personne qui souffre le burn-out ou la dépression, c'est ce qu'on appelle l'anédonie, perte du plaisir. Quand vous commencez à sentir que finalement ce que vous aimiez, vous ne ressentez plus de plaisir, alors là, attention. Attention, là, il va falloir changer de mode opératoire parce que la perte du plaisir, on le fait par obligation, alors là, attention au danger. Et donc, je veux revenir simplement sur cette idée qu'il nous faut être maintenant vigilant et trier l'information. Je dois comprendre et pas m'arrêter au savoir. Donc, ce que je viens de prendre comme dépêche, savoir que si je prends de l'information, je dois savoir que derrière, j'ai du temps pour traiter cette information. À chaque fois, ne regardez pas vos mails avant de vous coucher. C'est aberrant, puisque vous allez prendre de l'information et ne pas vous donner les moyens d'agir. En plus, il paraît que plus la lumière est forte, plus elle impacte sur les capacités à s'endormir. Bon, alors, Frédéric me tend des perches et je vais rentrer très vite dans parce que je suis certain que ça vous intéresse aussi. Sinon, vous levez la main et on change de braquet. Je vous vois prendre des notes. Donc. Il faut savoir que, par rapport au titre cerveau et environnement, que notre cerveau émet des rythmes électriques. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, c'est la définition profane de la vie. On s'autorisera à retirer vos organes quand l'électroencéphalogramme sera plat, évidemment le plus tard possible. Mais donc la définition de la vie, c'est une activité électrique de notre cerveau, et que cette activité, en fonction des fréquences, on lui attribue des états mentaux. Je suis en cerveau automatique, je suis passionné, je suis excité, je m'endors, je commence à rentrer dans la routine, etc., etc. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les rythmes de notre cerveau peuvent être dictés par l'extérieur. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, par exemple, la lumière bleue produit des rythmes rapides. Donc, avec de la lumière bleue, vous êtes excité. Super. On essaie de travailler avec les constructeurs automobiles pour qu'on puisse imaginer un dispositif de LED qui tournera vers la lumière bleue pour un conducteur qui doit rouler la nuit. Parfait. Mais dans les maisons ou dans les écrans, évitez le bleu de grâce après 16 heures. Plutôt optimiser la lumière vers le jaune orangé. Et qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes simplement en train de mimer ce qui se passe à l'extérieur. Quand on se lève avant le lever du soleil, le ciel est bleu. Ensuite, le soleil au zénith, la lumière est blanche. Donc il faut de la lumière blanche vers midi. Et puis, en milieu d'après-midi, en fin d'après-midi, la lumière orangée, rouge, nous met dans des rythmes beaucoup plus lents. Donc effectivement, on a des modes opératoires qui sont parfois pas toujours optimum pour que ce cerveau puisse fonctionner de façon optimum. Optimum veut dire aussi préparer le cerveau à l'endormissement. Alors vous disiez tout à l'heure que ce cerveau était formidable parce qu'en plus il avait une espèce de malléabilité, de plasticité qui fait que, on le voit, il y a le chantier, ça bouge. Vous faites d'ailleurs la métaphore avec une sorte d'église, cathédrale, et voilà. Et ce mouvement permanent, cette plasticité, c'est plutôt bon signe. Alors, effectivement, là, pour illustrer cette idée que nous allons, de l'utilisation des outils, produire une dynamique dans notre cerveau, j'aime bien prendre cette lithographie de Martin Escher, vous savez, qui est le père de l'école des surréalistes. Cette lithographie a été faite en 1948. Vous connaissez forcément cet artiste au travers de cette fameux escalier qui donne toujours l'impression de monter. Voyez ? Mais j'ai plutôt pris cette main qui dessine une main parce qu'elle illustre ce que j'aimerais montrer avec vous aujourd'hui. L'idée que nous avons tous, évidemment intuitivement, et ça c'est pas un mythe, que durant l'odyssée de l'espèce humaine, entre l'Homo habilis, l'Homo erectus, notre cerveau s'est enflé. Nous avons l'ambition d'avoir la grosse tête. Il est passé de 400 cm3, 800 cm3, aujourd'hui 1400 cm3. Eh bien, ce cerveau a créé des outils. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on restait au biface ou à la tige, l'utilisation de cet outil n'a pas modifié notre cerveau. En revanche, il y a le premier outil qui a modifié notre cerveau, c'est l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture, quand vous faites des tests de mémoire dite de travail, la mémoire à court terme, avec des primates non humains et des primates humains, eh bien, les singes nous battent à tous les coups. Ils ont une mémoire de travail
3 fois supérieure à la nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore inventé l'écriture. Donc vous voyez que le coût à payer, c'est de l'invention de l'écriture, puisque je vais télécharger de l'information sur une tablette, au départ l'écriture cuniforme, et puis d'autres substrats plus tard, je me décharge de certaines contingences. C'est parfait. Attention, le coût à payer, c'est que ma mémoire de travail a été divisée par 3. Et donc il y a une succession comme ça d'outils à chaque fois qui ont modifié les stratégies de notre cerveau, pour le pire comme pour le meilleur. Parce que, en fait, ici, vous avez une main qui dessine un crayon. Que fait ce crayon? Il dessine une main qui modifie la main qui le dessine. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que l'invention de nos outils, Monsieur Steve Jobs et compagnie, font qu'on a accès au numérique et on utilise le numérique. En retour, ce numérique module et modifiera notre cerveau. Et si je suis toujours avec un cerveau dynamique, malléable, eh bien, la boucle est bouclée. Vous savez, c'est le fameux, dans Lewis Carroll, la Reine Rouge, qui doit courir pour rester sur place, parce que tout, vous savez, c'est la tasse de la théière, je crois qu'il lui pose la question, mais pourquoi cours-tu? Elle lui dit, je cours pour rester sur place, parce que tout autour d'elle court. C'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Nous devons avoir une dynamique qui reste dans la même fréquence, dans la même dimension que la dynamique de l'environnement, ce qu'on pourrait appeler l'écosystème numérique notamment, qui nous entoure. Donc vous voyez et plus ça accélère, plus et alors évidemment, risque d'emballement. Les outils que nous avons créés deviennent de plus en plus complexes. Le biface n'a pas changé la stratégie du cerveau. L'écriture, oui, comme je vous l'ai montré, la mémoire de travail. Puis il y a eu comme ça 7 outils. Je ne sais pas si j'ai le temps de rentrer. Vous voulez, non? On y va? On y va? Bon, 7 outils, c'est très rapide. L'écriture, l'invention de l'écriture modifie notre cerveau. Ensuite, on va avoir plus proche de nous l'invention du livre, l'imprimerie, donc le livre, puisque là, vous allez pouvoir consigner et puis distribuer ce savoir qui n'est plus localisé à quelques happy few. Et puis après le livre, nous avons les journaux. C'est la possibilité de réactualiser l'information consignée sur des pages blanches. Et puis après les journaux, on a la radio. Là, la dimension géographique, rappelez-vous ce qui s'était passé avec Orson Welles à New York, la panique qu'il avait créée, parce que voilà, à distance, on pouvait vivre ce que vivait ce monsieur dans un studio de radio. Et puis après la radio, on a eu la télé. Quand vous écoutez quelqu'un, vous savez, ces histoires, par exemple, vous demandez à quelqu'un de dire bla bla bla, mais vous faites en sorte que sa bouche dit ta ta ta. Eh bien, notre cerveau invente quelque chose qui va se situer entre bla et da. D'accord? Donc, la télévision, la possibilité d'avoir de l'information visuelle et en même temps auditive, fait qu'on a une capacité nouvelle de créativité, finalement, d'associer des régions qui, normalement, ne travaillent pas forcément ensemble. Et puis, nous allons avoir, après la télévision, on va avoir, je ne sais plus où j'en suis, là, quel cinquième. Donc, le 6e, eh bien, en fait, ce sont le numérique, les multimédias, hein, la possibilité de rentrer dans la noosphère, c'est la possibilité d'une connaissance illimitée. Et le 7e, qui est le dernier, qui a été inventé dans les années 2010 et dont on voit arriver en France en 2012-2013, sont les MOOCs. D'accord? La possibilité d'organiser un savoir, non plus sous forme uniquement de silos, mais un savoir transversal qui fait que je commence à recevoir, et je suis certain vous aussi, des CV dans lesquels j'ai des étudiants qui ont suivi un cursus et qui ont décidé aussi d'approfondir de façon transversale leur savoir. Et ça, c'était évidemment quelque chose qu'on pouvait tous atteindre avec la sagesse, vous voyez, le fameux érudit qui atteignait l'âge honorable. Aujourd'hui, on peut le faire dès l'âge de 25 ans. Cette possibilité de mettre des savoirs en parallèle. Donc ça aussi, ça entraîne évidemment des changements. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'utilisation de tous ces outils, évidemment, vont modifier notre cerveau. Et il ne faut pas en avoir peur, puisque justement, je vous dis que c'est ce qui va nourrir ce cerveau, c'est l'usage de ces outils qui nous entraîne à modifier les stratégies, l'utilisation de notre cerveau. On connaît aujourd'hui l'effet Google. L'effet Google, c'est un effet très simple. Vous demandez à des individus
de venir au cinéma et vous projetez des questions toutes les 20 secondes et vous leur demandez de trouver la réponse à ces questions, en ayant possibilité d'aller puiser l'information dans le cerveau de votre voisin. Vous autorisez de pouvoir parler. Et donc, qu'est-ce qu'on voit comme stratégie? Celle qu'on connaît tous, c'est ce qu'on appelle la mémoire transactive. Je vais activer en disant « Mais rappelle-toi, Frédéric, on avait vu ce film ensemble, il jouait le rôle… » Parce que la question est de donner le nom de l'acteur, X ou Y. Et ensemble, on va donner des indices qui vont s'empiler. Et à un moment donné, on va dire « Ah oui, c'était Brad Pitt. » D'accord? Mémoire transactive. À distance, j'active dans ce cerveau de l'information qui est capable de me donner, je lui donne, donc il y a une espèce d'interpénétration. Et co-construction aussi. Co-construction, et ensemble on a trouvé. Ce qui est remarquable, c'est que le taux de succès lorsque les individus sont dans cette mémoire transactive est d'environ 75%. Et alors, il leur a manqué donc 25% de réponses. Alors on leur donne les réponses. Ils ont une feuille, questions, réponses. Et puis on les invite à rentrer chez eux. On en fait venir d'autres. Mais ceux-là n'ont pas droit à la mémoire transactive. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont isolés devant un écran. En revanche, ils ont le droit d'avoir sur les genoux une tablette. Donc ils vont surfer. Ils vont surfer pour aller chercher les réponses aux questions. Taux de succès dans cette stratégie-là, on passe à 80-85%. Donc c'est un crémentiel, c'est un petit pas en avant, mais c'est mieux que d'aller demander à son collègue de trouver les réponses ensemble. Mais là, on a des effets collatéraux qui ne sont pas géniaux. Alors, j'en arrive, puisqu'il arrive que 85% de réponses ont été trouvées, certes, mais il en reste quand même 15 qui n'ont pas été trouvées. Donc, on donne à ces personnes les 15 réponses que nous attendions sur un listing de 100 questions. Et on les invite à rentrer chez eux. Et tout le monde reçoit une convocation dans la boîte aux lettres pour venir nous voir. Et quand ils reviennent nous voir, on les isole sur des tables et on leur donne des feuilles blanches avec un crayon. Et on leur demande, est-ce que vous pouvez nous donner les questions qui vous ont été posées? Alors, ceux qui ont accès à la mémoire transactive, ils opinent et ils trouvent ça facile. Ils restituent environ 70% des questions qu'on leur avait demandées. Et puis, quand ils ont oublié donc 20, 25, 30, on leur donne les questions qu'il manquait et ils apportent des réponses de l'ordre encore de 80% à peu près, 75-80%. Mémoire robuste, un mois après. L'effet Google, les personnes qui sont rentrées, qui reviennent un mois plus tard, est-ce que vous vous souvenez des questions? On a 20% des réponses qui nous sont données. Et pourtant, hein, ils ont eu les questions, comme tout le monde, hein, sur une feuille. Et puis à côté, ils avaient en miroir les réponses. Quand on leur a demandé donc, les questions d'abord, ils n'étaient pas capables de les donner. On leur donne les questions. Et puis on leur dit, mais voilà, les questions, maintenant, quelles sont les réponses? Pareil, on est dans un taux d'environ 25%, 30% de réponses apportées. Et on se dit, mais bon sang, on les a filmés à leur insu. Ils travaillaient, ils étaient éveillés comme vous. Donc forcément, il y a eu des traces dans ce cerveau. Donc on a cherché pour savoir quel type de stratégie, qu'est-ce qui reste comme information du fait d'avoir travaillé sur les tablettes. Et à notre surprise, on s'est rendu compte que quand on leur donnait la question et la réponse, ils disaient « Ah oui, je me souviens du cheminement, du process que j'ai utilisé, la mémoire procédurale. » Ils ont développé une mémoire procédurale et pas la mémoire sémantique, pas la mémoire lexigramme. Peu importe la date de naissance de X ou de Y, je peux la trouver à n'importe quel moment. En revanche, si je me retrouve devant cette question-là, je vais devoir mémoriser plutôt la stratégie, le process que auquel je vais devoir recourir, plutôt que le résultat final, puisque à peu près sur la planète, j'ai toujours accès à l'information. Donc vous voyez combien, finalement, l'usage de ces outils façonne notre cerveau. Et ça, c'est dans le bon cas, puisque là, notre cerveau s'est reconfiguré. Et ce qui, évidemment, caractérise ce dont j'ai parlé tout à l'heure, trouble de la maladaptation, le trouble de l'humeur, c'est que le cerveau, ici, il a décidé que cette boucle n'était plus fermée sur elle-même. Elle était ouverte. Vous voyez, c'est comme dans un circuit électrique, la boucle est ouverte, le courant passe plus, et c'est plus bon. Le cerveau se fige. Donc vraiment, pour trouver les solutions à nos problèmes, pour s'adapter, eh bien, il faut absolument accepter cette idée que le cerveau
se nourrit du changement et se détruit de la routine. Alors, comme on aime bien utiliser les chiffres, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour mémoriser les choses. On a parlé tout à l'heure des 7 étapes, depuis l'écriture jusqu'au MOOCs. Est-ce qu'on peut parler, je crois qu'il y a 5 lois à retenir et puis 3 types d'intelligence ou 3 formes d'intelligence, Pierre-Marie? Alors, effectivement, donc, je suis en train de vous dire que donc, un des mythes est tombé, l'idée selon laquelle, après 25 ans, nous ne pourrions plus produire de neurones. Eh bien, vous avez vu, je vous ai cité ces sujets, ces individus qui ont plus de 85 ans et qui font preuve d'une certaine plasticité cérébrale, d'adaptation. Eh bien, on a constaté, et là, ce ne sont pas des injonctions que je vous donne avec une approche plus empruntée au sophisme du coach qui vous vient vous livrer du prêt-à-penser. Il s'agit ici d'une démarche qui a été scientifique et qui a permis pour nous d'élaborer 5 lois qui étaient des passages indispensables pour que ces cerveaux puissent en permanence se reconfigurer, montrer une plasticité, quel que soit le paramètre que vous puissiez regarder, que ce soit par l'imagerie cérébrale et la possibilité de mettre 2 modules qui d'habitude ne travaillent pas ensemble et maintenant se mettent à travailler, que ce soit cette capacité pour certaines régions de notre cerveau à produire des bébés neurones, quel que soit notre âge, eh bien, on a effectivement pu édicter 5 lois qui, lorsqu'elles sont satisfaites, vont rendre ce mythe caduque. Et ces 5 lois sont les suivantes. La première qui est montrée sur cette diapositive, ce que vous avez fait d'ailleurs en venant ici. Hein, en venant en disant tiens, je vais écouter quelque chose sur le cerveau, c'est un peu répondre à l'injonction de Socrate, connais-toi toi-même. Mais on va plutôt convoquer Nietzsche dans Ecce Homo, vous savez, qui nous dit deviens ce que tu es. C'est ce devenir-là par cette plasticité cérébrale. La première loi que vous devez satisfaire, c'est de vous mettre toujours dans la peau de l'éternel apprenant, celui qui se nourrit d'apprendre quelque chose de nouveau. Évidemment, si vous venez vous asseoir et que vous connaissez déjà la fin de l'histoire, c'est pas bon. Donc c'est d'être toujours face à la complexité du monde qui nous entoure et d'essayer de lui donner du sens. Il ne s'agit pas de se faire violence. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, puisque il a dit que je dois faire face à la nouveauté, ce soir je me précipite dans un musée d'art moderne, alors que pour moi, l'art au préalable s'était arrêté après la Renaissance. Vous voyez, non, il ne s'agit pas d'aller comme ça se faire violence, mais il s'agit d'aller dans un musée d'art moderne si on n'aime pas l'art moderne et d'être accompagné avec un guide, parce qu'il y a des dimensions, notamment on en a parlé, du plaisir, etc. C'est plus une posture ou un état d'esprit, on va dire. Un état d'esprit d'ouverture et sur l'inconnu et de se dire, tiens, là je suis dans la routine, je fais attention. Voilà. Ça, c'est la première. Première loi. Seconde loi, en fait, c'est d'éviter justement ce dont on a parlé tout à l'heure, l'infobésité. Dans le problème de l'infobésité, c'est l'infodigestion. Hein, en fait, que dois-je faire avec toute cette information que je capte? C'est donc je dois être proactif, je dois faire attention sur cette pollution sonore et visuelle. Vous voyez, quand vous montez dans le métro et qu'on vous tend un magazine gratuit comme ça, alors que vous pourriez avoir votre esprit qui va divaguer parce que vous n'allez pas très loin, juste 2-3 stations, faire de l'introspection, comme on s'est dit, hein, ou peut-être même de la prospective aussi, hein, puisque là j'ouvre une petite parenthèse, sachez que dans notre partie la plus antérieure du cerveau, la partie des lobes frontaux, nous avons cette partie du cerveau qui est dédiée à la prospection. Le fameux il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, de Sénèque, cette boussole, elle est là, c'est lobes frontaux. Et évidemment, pour que ça fonctionne, il faut s'affranchir de l'injonction du temps présent. Hein, et ça, c'est un... Je ne sais pas si on aura le temps beaucoup d'en parler. Non, malheureusement. Non. Mais il est important de savoir simplement ce que je veux dire dans cette projection-là, c'est-à-dire c'est le désir. Hein, le désir, c'est la simulation de la récompense à venir. C'est rien d'autre que ça. Deuxième loi. Et je reviens sur la deuxième loi, effectivement. C'est bien de jouer le gardien du temps parce que j'ai effectivement tendance à beaucoup de digressions. C'est qu'on aura envie de passer la matinée avec vous. Nous revenons sur la pollution. Et effectivement, j'espère que je ne suis pas en train de vous polluer ici sur l'information sonore et visuelle. Il nous faut être proactifs, nous poser à chaque fois la question, cette information que je reçois, je veux comprendre et pas savoir. Les mails qui défilent en CC, et s'il y a plus de 4 personnes, dites-vous bien que c'est pour les autres et pas pour vous. D'accord ? Donc, je veux comprendre et je ne veux pas savoir.
On va faire des tris là dans les mails, très bien. Troisième. Troisième loi que nous devons satisfaire, eh bien, c'est de lutter contre les anxiolytiques, ce qu'on appelle les psychotropes, anxiolytiques, la famille des anxiolytiques, des somnifères. Tout ça pourquoi? Alors attention, loin de stigmatiser les personnes qui en prennent. Au contraire, nous sommes anxieux, inquiets, nous allons ruminer toute la journée, et donc notre cerveau a tendance à s'emballer dans ces fameux 40 Hz et de se bloquer notre attention sur une situation unique. Oui, la fameuse idée fixe. Voilà, et donc il est bon, avec des substances chimiques, de les faire partir. Mais l'usage chronique de ces substances-là est extrêmement délétère, puisqu'aujourd'hui, nous savons qu'il existe une loi qui fait que quand on a utilisé des anxiolytiques ou des somnifères au-delà des 6 mois, eh bien, on a une probabilité de développer une maladie neurodégénérative ou d'être concerné par les troubles de la maladaptation, les troubles de l'humeur, comme je les ai cités tout à l'heure, qui va être multiplié par 7 si on dépasse, si on est dans l'usage chronique. Donc remplacer les comprimés par du sport? Remplacer les comprimés par de l'information qui nous fait comprendre, savoir couper cette boucle perception-action, perception-action. Je sais, elle est grisante et elle nous fait plaisir, mais parfois c'est à notre détriment. La quatrième loi, qu'il nous faut savoir satisfaire, je me sens coupable. Vous m'écoutez, vous êtes assis ou assise, c'est-à-dire lutter contre la sédentarité. On a à peu près évalué de l'ordre de 10 minutes l'action bénéfique des muscles sur le cerveau. Ça aussi, il faudrait dédier toute une session sur aujourd'hui, réintroduisons le cerveau dans un corps. L'âme dans le corps, d'accord. Il est important de savoir que quand j'engage une activité physique, mes muscles sécrètent des substances chimiques qui incitent mes terminaisons nerveuses à avoir plus d'impulsions électriques. Et évidemment, ça c'est une action locale. Mais si l'action peut durer au-delà de 10 minutes, cette action locale devient systémique, devient générale. Et combien de solutions n'a-t-on pas trouvé lorsqu'on sort de son bureau et qu'on marche et que les idées deviennent plus claires? Eh bien, vous avez ici l'action de ces substances chimiques, ce qu'on appelle substances trophiques, mais peu importe, qui agissent sur notre cerveau. Et donc puis, on arrête les escalators. Et puis il y a également, c'est-à-dire que, voilà, effectivement, quand vous êtes devant un escalator et que vous avez le choix entre prendre l'escalator de chez Alstom, Pimpant Neuf, vous appelant, et puis vous avez des marches qui sont avec du papier, des boîtes de conserve peut-être, etc. Allons-y. Eh bien, vous préférez prendre les marches. Vous êtes aussi en train de jouer sur l'action chimique, comme je vous l'ai dit, du muscle sur le cerveau. Et puis, il y a une autre dimension, c'est l'action sur l'estime de soi. Vous vous dites, tu vois combien je t'aime parce que je paye le prix fort. J'aurais pu choisir le principe de l'économie. Vous savez, le principe d'économie, cher à Blaise Pascal, où on préfère prendre toujours les solutions qui vont maximiser l'intérêt de notre intérêt. Bon, donc, dans l'action physique, vous avez cette action directe qui passe par les substances chimiques, et puis des actions indirectes qui passent par l'estime de soi. J'ai un super agenda, mais quand même, je préfère aller le vendredi soir, faire une demi-heure dans une salle de gym. Vous voyez, ça, vous êtes en train de jouer sur l'estime de soi, et ça nous aide beaucoup. Et puis, il y a la cinquième et dernière loi, qui est que ce cerveau... Alors, les 4 lois que je viens de citer précédemment, vous êtes des acteurs ou des actrices, vous pouvez décider, tiens, je fais ceci, je fais cela. La 5e loi, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Ce sont les autres en face de vous qui nourrissent ce cerveau. Nous avons des parties dans notre cerveau qu'on peut globaliser et appeler ça le cerveau social, qui ne seront actives que si vous êtes face à un être humain. Vous avez beau adorer votre toutou, vous le caressez, il vous regarde dans vos yeux, rien ne se passe. Je vous regarde dans vos yeux, successivement, eh bien, ce contact visuel, pendant 15 secondes, j'ai activé des structures dans votre cerveau. Et si j'ai assez de temps, je vous montrerai les conséquences d'avoir activé ces structures. Mais donc, c'est pas rien, vous ne faites rien, j'active moi-même, parce que je suis un être humain, face à vous, j'active des structures. Quand je bouge mon bras, vous me regardez et vous êtes en train également de bouger votre bras. Enfin, virtuellement, vous êtes en train, en tout cas, d'avoir les circuits qui seraient engagés dans la planification du geste, comme vous le feriez si vous deviez prendre ce verre alors que je suis en train de prendre un verre devant vous. On appelle ça les neurones miroirs. Vous voyez ? Comme quand quelqu'un allume une cigarette et que ça... Alors, quand quelqu'un, par exemple,
n'arrête pas de se gratter devant vous, et vous allez finir par vous gratter. Vous voyez au loin deux personnes bâiller, vous voyez au loin deux personnes marcher, vous pouvez savoir s'ils sont d'accord ou s'ils sont en conflit, le fait d'être en phase ou en opposition de phase dans la marche. Quelqu'un qui vous parle, vous croisez les bras juste pour le tester, et puis au bout de 15 secondes, il croise les bras, il est avec vous. Il est dans ce qu'on peut appeler donc l'empathie. L'imitation de l'autre ne s'arrête pas simplement à l'imiter pour un jeu. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans l'empathie? C'est-à-dire que vous êtes en train d'imiter le langage. Par exemple, pour comprendre ce que je vous dis là, avec 2 à 3 secondes, vos circuits que vous utiliseriez pour produire les mêmes mots que je suis en train de produire maintenant, vous êtes en train de les engager. Et vous comprenez d'autant plus le langage que vous êtes dans cette imitation. D'accord? Et pourquoi vous faites ce jeu-là d'imiter? Eh bien, parce que vous êtes en train de lire mes intentions. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc l'empathie, la compassion. Je me mets à la place de l'autre. Vous voyez, et ça, c'est très important puisque c'est très spécifique à l'être humain. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, notamment avec les Japonais, pour que demain, l'espoir de l'humain, vous le savez, c'est pas la femme. L'espoir de l'homme, c'est pas la femme, c'est le robot. Et donc, le problème du robot aujourd'hui, le problème du robot aujourd'hui, c'est qu'il ne crée pas cette stimulation du cerveau social. Le chien ne le fait pas non plus. Et il y a une grande spécificité. Vous êtes dans cette capacité à être en résonance, donc à avoir votre cerveau stimulé par moi ou pas, que si vous m'identifiez comme votre ami. Regardez ce qui se passe ici. Excusez-moi. On a un match de foot et on a un joueur de foot qui vient de tirer un penalty. Il a raté le penalty. Vous savez ce qu'il fait en tombant? Il met ses mains sur la tête. Pourquoi? Eh bien, parce que là, il faut le savoir, il y a 3 dimensions de la conscience humaine. Vous prenez des décisions, vous traitez l'information avec donc le rationnel. Vous traitez l'information avec l'affect et vous traitez aussi l'information avec les croyances. Ici, la croyance veut que j'ai raté, je suis dans l'échec, je me protège la tête car je serai puni par un être suprême qui viendra me punir. Me taper dessus. On le fait tous. Je fais une erreur, je me protège la tête. Amende honorable. Hein. Voilà, amende honorable. Mais regardez ce qui se passe maintenant dans la tribune. Ils ont tous le même geste. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ont mis le maillot de la même couleur que lui. Et donc, ça aide. Je m'identifie à cette équipe. Et pourquoi je l'imite? Je l'imite parce qu'avec 2 ou 3 secondes après avoir atteint la perfection dans le geste par rapport à l'imitation, je ressens les émotions. Et je fais comme si j'étais le tireur du penalty, j'ai la déception. Et donc, je suis dans la résonance émotionnelle. Maintenant, je suis certain que ça ne vous a pas échappé à votre attention. Il y en a 2 qui ne font pas ce geste d'imitation. Ils sont là et là. Ils sont habillés en jaune. Et donc, ils ne se sont pas identifiés. Et donc, ils inhibent un réflexe. Vous comprenez pourquoi il y a eu « casse-toi, pauvre con ». Parce que quand, vous savez, donc pour ceux qui ne voient pas ce que je veux dire, au salon de l'agriculture, un individu a lancé sa main. Pourquoi sommes-nous prompts à serrer notre main? Parce que quand je tends ma main, l'autre, justement, dans ce que je vous dis là, dans l'imitation, tend la main. Et donc, c'est un geste qui est naturel. Quand vous tendez la main, vous déclenchez chez l'autre l'envie de vous serrer la main. Et donc, si je suis habillé en rouge, je suis dans l'imitation. En revanche, si je tends la main parce que j'attends que vous lanciez la main et vous ne la tendiez pas, alors je suis là dans la lecture de « si tu ne tends pas la main, c'est que tu es mon ennemi, c'est que tu n'es pas habillé comme moi ». Alors je vous tends non pas la main mais une perche, Pierre-Marie, le temps passe évidemment. Tout ce qui concerne l'apprentissage, tout ce qui concerne ces nouvelles technologies, ce digital, cette accumulation d'informations, pour nos spécialistes du learning, des universités d'entreprise, du blending, de l'e-learning, du digital, qu'est-ce que vous auriez comme clé à nous donner? On parle beaucoup de ces écritures cursives, certains veulent supprimer l'apprentissage, le digital. Quelques clés pour terminer notre entretien. Je termine mon introduction, mais ça me fait peur maintenant de me dire que c'est bientôt terminé. Effectivement, j'ai été trop long, mais il est évidemment indispensable de savoir qu'en matière d'apprentissage, quand on parle de certains pays d'abandonner l'écriture cursive, évidemment, c'est une erreur,
puisque dans les méthodes d'apprentissage, puisqu'aujourd'hui la théorie veut que l'apprentissage, ça ne soit pas un neurone, il n'y a pas un neurone grand-mère que je vais solliciter, mais je vais solliciter une toile d'araignée. Plus je vais multiplier les entrées possibles dans cette toile d'araignée, et plus je pourrai ensuite restituer l'information. Vous connaissez la méthode des lieux, cette méthode qui avait été développée par Cicéron. Pour apprendre un texte, il marchait, et en marchant, il apprenait que tel paragraphe devait traiter la République, tel autre paragraphe peut-être l'agora, etc., en marchant. Et donc, lorsqu'il devait donner son discours fleuve, eh bien, il le faisait, non pas en essayant de se raccrocher à une information uniquement visuelle qu'il avait captée en regardant le texte, mais également spatiale. D'accord ? Et donc, plus on multiplie les voies d'entrée lorsque je saisis de l'information, et plus j'ai de chances après de prendre des poignées sur cet objet que j'ai saisi, qui est engrammé dans mon cerveau, pour restituer. Donc, il est évident que, par exemple, pour l'écriture, le fait d'apprendre à écrire et de retenir qu'une lettre, un rond, se prononce O, ce n'est pas uniquement l'image de cette lettre, mais c'est l'apprentissage moteur, c'est le rond que j'ai fait avec mon bras. Voyez ? Et donc on s'apprend, on se rend compte que l'apprentissage, il n'est pas uniquement d'abord la lecture, je prononce O, je répète le O, il y a aussi le visuel qui s'est associé avec le sonore, et il y a en plus le moteur, l'intelligence kinesthésique qui fait qu'on a toujours en nous une représentation de notre corps dans l'espace. Et donc multiplier les voies d'entrée pour stocker de l'information, c'est vous garantir la possibilité de retrouver cette information à n'importe quel moment. Et pour combien de temps reste-t-il ? 0. 10 minutes, Claire, 10 minutes ? Allez, 10 minutes. Simplement pour être peut-être un peu plus dans le concret, sachez que voilà, nous devons lutter contre ces deux dualités mentales. Il y en a une qui va être le cerveau automatique, celui qui aimerait que notre cerveau consomme un peu moins d'énergie. Vous voyez, ça va être sur cette base-là que vont reposer les stéréotypes, les préjugés, la routine. Et c'est à nous de savoir contrecarrer ce mode ou de le laisser s'exprimer, parce que quand je conduis ma voiture, j'ai bien intérêt d'avoir un cerveau automatique. Je peux comme ça faire autre chose. D'accord ? Donc, il faut savoir que ce mode automatique, eh bien, il est un mode opératoire qui va contrecarrer le mode pondéré, le mode réfléchi. Et j'aimerais juste vous montrer combien ce mode automatique peut nous dominer tous les jours. Et pour cela, si vous me le permettez, me prêter à une petite expérience avec notre cobaye. Donc, l'exercice consiste à répéter le mot blanc, 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 blanc. Alors, je tends le micro. Blanc, 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 blanc. Je continue. Blanc, 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 blanc. Que boit la vache ? Du lait. Êtes-vous d'accord ? Alors, vous avez vu ici la dualité mentale. Le fait d'avoir répété blanc, 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 j'ai mis son cerveau en mode automatique. C'est-à-dire qu'au début, un peu interloqué, tiens, qu'est-ce qu'il me veut ? Je suis sur mes gardes, je suis dans le mode pondéré. Et vous l'étiez également. Vous étiez dans la sphère jaune. En revanche, le fait d'avoir répété pour lui blanc, blanc, il s'est dit qu'à un moment donné, bon, ben, ça va, ça en est assez, je le fais en automatique. Et dans ce mode automatique, c'est un mode qui marche avec des courts-circuits, qui nous rassure. On croit qu'on a l'information, par exemple, et on ne l'a pas. Ici, l'automatisme, c'était à force de répéter blanc, blanc, blanc. Et si j'ajoute le mot vache, eh bien, le court-circuit, c'est le lait. Et donc, je dis lait. Évidemment, pour vous, ça vous a fait rire parce que vous étiez dans le mode pondéré. Et pour vous, il n'y avait aucun doute, la vache boit de l'eau. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. C'est d'abord que la plasticité cérébrale, c'est une espèce de gymnastique, comme on l'a dit, qui nous permet de contrecarrer le mode automatique en permanence. Vous voyez, plus vous êtes capable, avec une plasticité cérébrale, plus vous serez capable de pouvoir contrecarrer ce cerveau automatique et donc de prendre des décisions qui nous permettent d'éviter ce que je mets ici sur cette liste, mais ça nous probablement conduirait à discuter sur plusieurs heures. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est des erreurs de jugement qui dépendent soit du cadre, du contexte, soit qui dépendent de l'ancrage, c'est-à-dire ce que vous avez fait à un instant T, comme je vous l'ai dit, et le passé vous rattrape, soit
que l'on prenne des décisions et l'impact des émotions négatives. Il y en a d'autres biais cognitifs. Hein. Je vous recommande la lecture d'un ouvrage du prix Nobel de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, qui est vraiment très intéressant puisqu'il fait toute la panoplie de ces erreurs de jugement sur les biais cognitifs. En gros, il faut savoir que voilà, le principe cher à Blaise Pascal de maximisation de la décision n'est forcément pas vrai. Si je vous demande, est-ce que vous préférez prendre 2 fois 20 € que je laisse sur la table à l'issue de ma rencontre, et au moment où vous venez, je vous dis, ah mais finalement j'ai aussi un autre truc, j'ai une urne ici et j'ai mis 100 billes bleues et 100 billes rouges. Et je vous dis, vous avez le droit de tirer au hasard une bille, et si vous tirez une bille bleue, je vous donne 100 €. Et maintenant, je vous dis, que faites-vous? Ben, en fait, comme on n'a pas le temps, je vous donne la réponse. 85% des individus diront, je préfère les 40 €, parce que ça, c'est certain. Et maintenant, faites appel au principe de maximisation, vous calculez l'espérance du gain, 40 € fois la probabilité de 1, c'est l'espérance du gain est donc de 40. Et ici, si j'ai 100 € avec 100 billes bleues et 100 billes rouges, j'ai 50%, donc 100 fois 0,5, ça fait 50. Vous avez préféré, vous avez pris la mauvaise décision, puisque vous avez pris une décision où l'espérance du gain est la plus basse. Tout ça, finalement, illustre combien ce cerveau peut se tromper, et que la plasticité cérébrale, c'est la meilleure aptitude que l'on puisse avoir pour contrecarrer ces erreurs de jugement. Vous me donnez du temps encore, non? Encore un petit peu, oui. C'est vrai? 2 minutes. Alors, alors peut-être qu'on peut interagir avec vous. Oui. Je vous ai vu beaucoup prendre des notes et être attentif. Donc vous avez capté notre attention. Je ne sais pas dans quelle partie du cerveau ça se situe, mais en tout cas on est bien là. Qui veut intervenir? Je viens vers vous. Merci de vous présenter, on vous écoute. Bonjour, je suis Gwenaëlle Maignan de la Société Générale. Écoutez, ma question concerne les enfants et la scolarité. À votre avis, est-ce qu'il est important qu'on continue à faire en sorte que les enfants apprennent par cœur, ou est-il plus important ou également important de leur apprendre à faire ce processus de recherche de l'information, là, pour pouvoir la trouver? Excellente question. Non seulement... Oui, alors les notes, c'est une chose, je dirais 2 mots, et la question qui consiste à se demander s'il est utile de continuer à apprendre, non seulement les enfants, mais nous-mêmes. Parce que, ce que je n'ai pas eu le temps de développer, cette idée que donc voilà, j'éclate ma mémoire sur des objets numériques, c'est très bien, je m'en réjouis. C'est stupide finalement d'apprendre 10 chiffres par cœur. Quand je dis c'est stupide, c'est-à-dire que la raison d'être du cerveau, c'est le cerveau se nourrit de l'autre. Donc, toute activité mentale qui est tournée vers l'humain l'enrichit. Et donc, de me dire que d'apprendre 10 chiffres, j'y vois pas tellement une valence humaniste. Donc, je délègue à des objets numériques. Je m'en réjouis. En revanche, je dois être proactif pour que ces quelques mégaoctets de RAM que j'ai libérés dans mon cerveau, je vais les utiliser pour une activité qui est une relation avec l'humain. C'est quoi? Notamment la poésie. Donc, apprendre des poèmes, non seulement c'est bien pour nos enfants, mais c'est bien pour nous. Le jour où vous commencez à prendre conscience que les numéros de téléphone, vous ne les connaissez plus par cœur, c'est le cas? Bon, vous les connaissez, donc c'est bien. Mais le jour où vous commencez à vous rendre compte que vous avez délégué ces suites de 10 chiffres à votre téléphone portable, alors commencez à entretenir votre cerveau pour apprendre des chansons, des poèmes, vous voyez, une activité humaine qui vous relie à l'humain. Et là, vous aurez d'autant plus de liens avec l'humain que vous aurez cette capacité toujours de reconfiguration du cerveau et de plasticité. Maintenant, il y a une autre question qui était posée, c'est les notes, etc. C'est-à-dire qu'il y a un problème de nos chérubins aujourd'hui, mais ce n'est pas que d'ailleurs. Et même les adultes aussi. Même les adultes, c'est le problème justement du désir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais à une réunion comme ça, le thème unique, c'était l'impact du numérique dans le cerveau. Et j'ai quelqu'un qui a attendu que la salle se vide pour venir honteusement me poser une question en me disant Pierre-Marie, que penses-tu de l'impact du numérique sur les enfants, des tablettes? Alors je lui dis, mais c'est très bien, il n'y a qu'à voir Petit Poucette et le lire, et c'est évident, c'est un accès. Vous savez, les managers de demain, ils sont formés avec Minecraft aujourd'hui. On joue en réseau, on apprend justement l'empathie avec l'autre, c'est très bien.
Et lui, je voyais bien à son visage que ça n'allait pas. Je n'avais pas apporté les réponses qu'il attendait. Je lui dis, mais pourquoi tu ne partages pas cet avis? Il me dit, bah, écoute, moi, quand des fois je rentre à 10h ou 11h du soir, je trouve les deux enfants sous la couette, avec les tablettes. Ah, je dis, ah oui, effectivement, là, il y a un problème. Addiction. On l'a dit tout à l'heure, addiction. Eh bien, je lui demande comment sont arrivées ces tablettes dans les mains de ses enfants. Et c'est là où est le problème. C'est là où est le problème. Il me dit qu'un samedi soir, il invite des amis qui viennent avec des enfants et qu'il a reçu la honte de sa vie. Parce que les enfants qui sont venus lui rendre visite avec les parents avaient des tablettes. Mais lui avait des enfants qui n'avaient pas de tablettes. Je lui dis, t'en as conclu quoi? Ben, le lendemain matin, j'étais devant la FNAC, j'attendais qu'on ouvre les portes et j'ai acheté de suite 2 tablettes. Et je les ai données le soir à mes enfants. Je dis, bah oui, effectivement, là est l'erreur. Puisqu'il aurait fallu attendre que l'enfant cultive son désir, qu'il lui dise, papa ou maman, tu sais qu'avec cet objet qu'on avait hier, on a fait ceci, on a fait cela. On a appris des langues, on a vu des photos, on a des vidéos, etc., etc. Et le père ou la mère de dire, bah, tu sais, de le surseoir encore, l'acte de consommation. On verra ça à Noël. Puis si Noël arrive trop vite, de dire ça, on verra ça lors du 2e bulletin ou 3e bulletin scolaire. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous faites travailler l'enfant dans son désir. Et le désir est un mécanisme cérébral, avec une chimie particulière, qui nous protège de l'emballement du plaisir. Puisque l'emballement, c'est, comme le plaisir, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est témoigner que mon acte était correct et nous invite à recommencer. Si vous n'avez pas un régulateur, vous tombez dans l'addiction. Vous recommencez en permanence. Donc le plaisir... Comme au casino. Comme au casino, le plaisir, c'est en fait la consommation de cet acte. Je suis dans l'injonction du temps présent. Je consomme, je consomme, je consomme. Le désir est une simulation, c'est une représentation virtuelle de ce qui va advenir. Et ce mécanisme-là vous protège contre l'emballement du plaisir. Donc la seule chose qu'il faille faire avec nos enfants et nos collègues et nous-mêmes, c'est travailler sur notre désir, c'est-à-dire de nous projeter dans le temps. Qui désire poser une question? Oui, on va vous tendre un micro. Merci Eva, merci de vous présenter. Et on écoute votre question. Oui, bonjour, Michel Le Serre d'Assosystème. Dans l'image que vous nous avez montrée sur le match de foot, ma question c'est est-ce que les spectateurs télé font le même geste? C'est-à-dire, est-ce qu'on active les neurones miroirs? Est-ce qu'on apprend aussi bien à travers un écran qu'en présence avec d'autres personnes? Là, j'aimerais avoir 2 heures parce que vraiment on prendrait du même plaisir, je suis sûr, à débattre sur ce sujet-là. C'est vraiment qu'est-ce que l'autre, hein, c'est l'alter ego dans le cerveau. Quand je vous dis que si je tends j'en profite d'ailleurs, ma main pour boire, chez vous, j'aurais activé cette région-là par un principe de proximité. Parce que vous savez que géographiquement, vous pouvez vous saisir de ce bras, pas de bras peut-être, mais surtout de ce verre. En revanche, le spectateur qui regarde un match avec cette notion de distance ne voit pas les mêmes circuits s'activer que le joueur. Et on dit souvent, ceux qui n'aiment pas le foot, que quand ils se retrouvent dans un stade de foot, pris par l'ambiance et la présence des autres autour, bah, elles se passionnent en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Et vous pouvez vous trouver et vous surprendre vous-même à crier à mort l'arbitre, alors que vous ne le connaissez pas plus que ça, mais vous voulez le tuer parce que d'autres à côté de toi, de vous, veulent le tuer. Mais je reviens sur cette notion de proximité. Donc, à distance, si quelqu'un vous fait coucou du Japon, il ne va pas engager, au moins dans l'action moteur, les mêmes régions. En revanche, le contact visuel va fonctionner. Donc on a un appauvrissement des systèmes miroirs, mais ça ne veut pas dire que ces systèmes soient complètement annulés. Et je vais ici vous montrer un peu le fruit d'expérience, où vous avez des sujets qui ont regardé une photo. Il n'y avait pas vraiment de proximité avec cette personne. Et ils regardaient le sujet en haut uniquement. En haut. Et on fait un scanner de leur cerveau. Et vous n'avez pas l'image ici de ce qui se passe dans leur cerveau, mais c'est l'image moyenne A, d'accord? Et j'invite ces jeunes hommes à quitter le scanner après, et j'en fais rentrer d'autres. Et par contre, eux ne regardent que la fille du bas, maintenant, l'image. Et je fais le scanner moyen de leur cerveau. Et ce que vous voyez ici, c'est le résultat de la moyenne A moins B. C'est-à-dire que tout ce qui est activation du front, des cheveux, de la bouche, tout ça, puisque dans les deux cas, c'est la même position,
va être annulé. En revanche, vous avez ici 2 structures qui se sont activées quand il y a eu quoi? Contact visuel. Avec une image pourtant, ce n'est pas la personne. Et là où j'attire votre attention, c'est sur le résultat de cette expérience. Quand j'ai demandé ici au jeune homme qui regardait cette photo, et j'avais programmé pour qu'une lumière verte s'éclaire, et je leur dis que en fait, il faut qu'ils répondent avant que la lumière verte s'éteigne. Donc j'ai programmé pour que la lumière verte s'active pendant 15 secondes, durant laquelle cette structure reste active, et je leur pose la question. Cette femme est disponible sur le marché, vous pouvez la prendre. Et qu'est-ce que... Alors, pour qu'elle rejoigne l'équipe des collaborateurs, hein, c'est ce que vous entendez. Voilà, pas physiquement, il ne part pas avec la fille en lui donnant la main, il lui donne une note de 0 à 10. La note qu'il lui donne, c'est 7,5 sur 10. Et les autres, 3,5 sur 10. Ça veut dire que notre cerveau est capable de lire qu'il y a eu activation ici de cette structure, et je surestime la personne, ou qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu absence d'activation, et je la mésestime. Pourquoi je parle de surestimer ou sous-estimer? Tout simplement qu'un autre groupe est arrivé, et pour eux, j'ai programmé l'activation de la lumière 1 minute. Et donc, ils ont envie de répondre de suite, mais je leur dis non, attendez 1 minute. Dans tous les cas de figure, cette structure n'est plus activée. Et là, on s'aperçoit que la note que tout le monde donne, vous savez combien? 5 sur 10. Du style, je ne la connais pas, je ne me mouille pas, et c'est une note raisonnable. Tiède, on va dire. Dernière question. Oui. Le micro. Et on vous écoute. Ça marche. Ah oui. Karine Savigny, Rio Tinto. Du coup, ça me donne envie de rebondir à votre question sur les différences culturelles. Parce qu'en termes de regard, etc., on sait qu'il y a des choses qui sont plus ou moins bien perçues ou moins bien perçues selon les cultures. Oui. Donc, par rapport à ce type d'expérience, est-ce que vous avez pu le faire vous? Est-ce que ça a été fait dans d'autres cultures et voir l'impact justement du regard en face Ça a été fait avant ma date de naissance. Voilà l'exemple type, puisque là, c'est sur le côté culturel et religieux. Alors, pour les entreprises multiculturelles, ça va résonner, j'imagine, chez vous. Voici l'exercice. Il consiste à donner 3 attributs à cette jeune fille. Beauté, ambition, intelligence. Mais, en revanche, je vais jouer sur un attribut qui va être le prénom. Un coup, elle s'appelle Maria D'Angelo. Un coup, elle s'appelle Sarah Finkelstein. Ou un coup, elle s'appelle Keo Malé. Et je mets la pression chez ces personnes-là. Je leur dis, vous devez répondre en moins de 10 secondes. Vous avez un questionnaire, mettez une croix. Et là, on ne rigole plus. Voilà les résultats. Si elle s'appelle Maria D'Angelo, le visage est noté 8 sur 10, ou 7 sur 10, 8 sur 10, pardon. Si elle s'appelle Sarah Finkelstein, donc juif, askénaze d'Europe centrale, on lui met 3 sur 10. Elle est saquée. Et puis Keo Malé, on lui met 5 sur 10. En revanche, sur des attributs, et là, quand on s'arrête un petit peu, c'est incroyable que les gens se permettent de noter cette personne sur l'intelligence. Ils n'ont qu'une photo devant eux. À la tête du client. Mais attention, ces gens, c'est vous et moi. Hein, et ne croyez pas que j'ai fait ça sur des individus avec un QI inférieur à 50. Hein. Eh bien, ceux qui ont donné cette note de 8 sur 10 pour la beauté, ils vont lui donner 3 sur 10. C'est le genre de fille, vous l'amenez dans les dîners en ville, mais vous lui dites de rester derrière vous et de se taire, vous voyez. Mais vous êtes très fiers qu'elle vous valorise. Une sorte de jolie plante verte. Quoi. Voilà. Et donc, mais vous voyez, ce qui était remarquable, c'est l'amplitude, les variations. On n'est pas dans un mécanisme fiable. On est complètement dans de l'arbitraire. Je fluctue entre 3 sur 10 et 8 sur 10. Vous imaginez, nous, Espagnols, la concierge est dans l'escalier. Hein. Absolument. Ça, hein. Donc, c'est quand même incroyable de voir que ça nourrit les stéréotypes, ça nourrit tous les jugements. Et pourquoi je vous dis que, attention, ne croyez pas qu'il s'agisse de gens qui étaient stupides. Eh bien, ici, il s'agit d'un crash Challenger 86, Columbia 2003. Là, ça fait trop, il y a eu des morts. Les enquêteurs viennent voir la directrice. Alors, ce n'est pas parce que c'est une directrice, ça aurait pu être un directeur. Restons pas dans les stéréotypes, s'il vous plaît. Mais ils viennent voir, ils enquêtent. Ils enquêtent et ils posent à la directrice ce qui est marqué là, très rapidement, je vous le résume. Madame, avez-vous un mécanisme
d'écoute de la pensée minoritaire, ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, les fameux signaux faibles. Cette personne dit non, comment ça non, je n'ai rien. Et pourquoi les enquêteurs lui ont posé cette question-là? Parce qu'ils avaient d'abord vu les ingénieurs qui avaient consigné dans leur manuel, dans leur cahier d'expérimentation, que les joints qu'ils étaient en train de placer pouvaient entraîner à n'importe quel moment une rupture et donc un accident. L'information n'est jamais remontée jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'en haut, quand on dirige la NASA, on vient des grandes écoles, soit Caltech ou MIT, et donc on est dans la pensée unique, on est les plus forts, et ces ingénieurs qui viennent du Middle West, ils ne peuvent pas savoir. Vous voyez, c'est ça à la base finalement des stéréotypes et des préjugés, qui fait que parfois on voit arriver des problèmes qui se répètent, qui perdurent, et si on est dans ce mode automatique, on se trompe à tous les coups. Vous avez vu les écarts. Donc j'aimerais qu'on termine sur cette phrase de Goethe: traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être. Merci beaucoup, Pierre-Marie Edo, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Merci infiniment.